Buongiorno a tutti, scusetti per su poco ritardo, ma che una mica conseguenza della qualità di ciò che noi aspettiamo con Fabienne Maestracci. Dunque, Fabienne Maestracci è una specialista, fra l'altro, di cucina corsa, ma è di noi si può presentare come oleicultrice, specialista d'olio d'olivo. Vi consiglio d'altronde olio d'olivo di cavallo morto in Bonifacio, che è un luogo che a me mi tiene a cuore particolarmente. Dunque, Fabiana ha un percorso di no letterario assai zeppo, ha scritto assaggi, si è occupata di noi in antropologia di fogli, leggende in materia di lingua corsa. All'ingrosso ha poco preso tutto un de albiana, c'est tutto un de albiana, dunque figlioletta bibliografia in de albiana, ma di no ha avuto un percorso quasi mamma, Marie-Louise, in della cucina e la costo che ne ha mai oggi, non è mica una costo di zossoli o rigetti, ma proprio una costo antropologico che ad ammettere in lei il luogo, l'ambiente e i prodotti e di sicuro uso acconciamento. Dunque c'è da va un percorso così che c'è da mettere in risalto tutta sa roba tra identità e estetica e sape fa e sape campadino. Ecco Fabienne, hai la parola per un momento, so tutti qui studenti studi corsi, se non mi sbaglio, ce n'è d'altro? No, oggi siamo studenti di studi corsi. Dunque, sviluppi il tuo proposito come tu vuoi, in una mezz'ora, tre quarti d'ora, e poi dopo facciamo un piccolo momento di scambi. Ecco, hai la parola, ringraziandoti torna di essere qui con noi. E ora? Allora, mi scusate, ma ve la dirò in francese, E non è mica che mi piace tanto, ma non so mica abbastanza buona per parlare di una cosa come la cucina che mi tiene a cuore veramente in amo lingua. Alors, nous allons commencer. Bon, d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Fabienne Maestracci. Je suis de pas loin d'ici, de la Douellina par mon père, Jean Maestracci, et du Tarravo par ma mère, Maria Luisa Poli. Et chez nous, dans les deux familles, manger, ça a toujours été quelque chose de très très important, à la fois pour ce qui concerne le parcours, comment dirais-je, même intellectuel, et aussi pour le plaisir physique, parce que ce sont deux familles, enfin en particulier chez ma mère, vraiment une famille d'hédonistes. Alors, nous allons commencer par la grande question, c'est finalement qui se pose en particulier quand on parle de la cuisine corse, c'est pourquoi manger? Et Usakubiotu, Untenaritu, c'est vraiment la base de départ. C'est-à-dire que autrefois, on a cuisiné en grande partie pour que les gens se nourrissent afin de pouvoir travailler. Il y a une partie, bien entendu, du plaisir, qui tient du plaisir, et c'est comme ça que naît la cuisine. Mais ce qui importe principalement, c'est de couper la faim, de pouvoir continuer à travailler, et également comment dirais-je, de faire en sorte que la journée puisse se prolonger, parce que les gens étaient beaucoup plus dans une dynamique de travail que dans une dynamique de plaisir, et donc de faire en sorte que de l'aube jusqu'au soir, on puisse vaquer à ses occupations. Alors, c'est quelque chose qui est extrêmement lié à la culture, la nourriture, à tel point que, par exemple, quand on veut parler de choses extrêmement, comment dirais-je, personnelles, en Corse, la plupart des proverbes qu'on trouve qui sont des proverbes qui donnent des directives sur le comportement d'un individu dans la société, mais très souvent, ces proverbes ont trait à la cuisine. Par exemple, iguai da pignata, un check à gutiare che conosci. Et c'est incroyablement vrai. C'est-à-dire que ce qui se passe dans une famille, il n'y a que celui qui est vraiment au cœur de la famille qui le comprend. Mais on est dans un vocabulaire de cuisine. Pane pernici, affari di casa, un si le dice. C'est-à-dire, on ne rapporte pas ce qui se dit à la maison ni ce qui se fait. Mais encore une fois, la traduction, je dirais littérale, c'est qu'on mange du pain ou des perdrix, ça ne se dit pas.
parce qu'on ne parle pas de ce qui se passe à la maison. Et ça nous montre à quel point ce qu'on mangeait, la nourriture, la façon de se nourrir, étaient des choses intimement liées à la vie des individus et à la vie des familles. Et bon, on a l'histoire du petit garçon dont tout le monde se moque à l'école parce qu'ils sont très pauvres, ils ne mangent que de la polenta, et on l'appelle au polendo. Et un beau jour, il rentre à la maison, il n'en peut plus, et il dit à ses parents, mais tiens, c'est un polendo. Et la mère lui dit, écoute, tu n'as qu'à dire qu'à midi, tu as mangé, je ne sais pas, des merles, parce que tous les jours, on lui dit, qu'hai mangiato au polendo? Et lui, il dit, a polenta. Bon. Et tout le monde rigole. Bon. Et la mère lui dit, tu n'as qu'à dire que tu as mangé des merles. Et le lendemain, au polendo, qu'hai mangiato a risera. Ha domandato i merli. Ah, e quanti hanno mangiato? 3 feti. Voilà. Et ça, c'est toute la culture corse, elle est nourrie d'histoires comme ça, qui ne sont intelligibles que pour des Corses. Enfin, en tout cas pour des gens qui ont mangé de la polenta, qui savent ce que ça veut dire, que ça se coupe en tranches, etc., etc. Donc ça crée des liens qui sont encore plus serrés que tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement attaché à la cuisine et à la culture qu'elle développe, parce que pour moi, c'est un des liens les plus précieux, et en plus, c'est un lien qui fait plaisir et qui donne du bonheur. Alors, je vais vous parler, donc, évidemment, comme toutes les choses qui sont très importantes, les abus, depuis l'Antiquité, sont, comment dirais-je, pas réprimés, mais en tout cas, ils sont extrêmement mal vus. Donc, sous l'Antiquité, c'est l'exemple spartiate. Hein. Sparte est cité justement en exemple pour l'ascétisme de ses habitants. Ensuite, quand l'Église arrive, la gourmandise devient un péché. Il y a le ramadan, il y a les jeûnes, il y a les carènes, il y a le végétarisme dans certaines religions. Donc l'abus de la nourriture, c'est quelque chose qui est très très mal vu. Et on y fait extrêmement attention, et c'est aussi lié aux religieux. La Corse, c'est une île méditerranéenne, donc elle est extrêmement imprégnée de l'exemple antique et du christianisme aussi plus tard. La sobriété, c'est une vertu, mais c'est aussi une nécessité. On doit être sobre parce qu'on ne peut pas tout dilapider, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de cuisine corse, on parle d'abord d'une époque où il n'y a pas de réfrigérateur et où donc tout ce qui est dans la maison nécessite de pouvoir être conservé. Et quelqu'un qui ne serait pas sobre, qui se mettrait à manger par exemple tout le saucisson ou tout le prisou, il priverait tout le reste de la famille, puisque les gens vivent en groupe, vivent ensemble, il priverait tout le reste de la famille de viande pour le restant de l'année. Donc c'est quelque chose qui ne doit absolument pas se faire. Et les gens qui ne font pas ça sont très mal vus. Alors il y a des moments aussi de folie. Il y a des moments où on va abandonner cette sobriété, on va la mettre de côté et on va faire ce qu'on appelle ou prendre, qui est célébré dans des chansons, hein, qui a été chanté par Laetitia Matthialès, et Uprand, c'est vraiment l'immense moment, alors qu'on va faire pour une fête, qu'on va faire pour les élections, il y a des recettes qui sont dédiées à ça, par exemple les œufs mimosa, les vols au vent. Ça doit être quelque chose qui arrive, qui vient de la cuisine française, mais qui a été adopté parce qu'il y a eu quand même assez rapidement des liens qui se sont faits. Il y a le prendre, et il y a aussi un concept qui est très très important qu'on appelle le piatto in più. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. Non? Oui. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le piatto in più? Non. Oui. Le piatto in più, c'est l'assiette qu'on mettait en plus. C'est-à-dire que c'est impensable, c'était... Mais chez nous, par exemple, ça l'est encore. Moi, nous vivons à 2 à la maison. Je suis incapable d'acheter 2 côtelettes. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Bon. Au piatto in più, c'est ce qui est l'assiette qu'on met en plus ou ce qui est prêt en plus si quelqu'un arrive à la maison parce qu'on doit le recevoir et qu'on doit pouvoir lui donner à manger et partager. Voilà. Donc, il faut se dire aussi, ce qui compte énormément dans la famille, dans la cuisine, c'est l'instant du repas. Par exemple, le repas de midi, d'une manière générale, il se prend tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Mais en général, le repas de midi est pris par un homme à la campagne. Il a sa musette et il mange ce qu'il a dans la musette, à savoir la plupart du temps un morceau de fromage, un morceau de pain et une pomme ou quelque chose comme ça. Le soir, c'est le moment où la famille se réunit, parce que sinon, le reste du temps,
les hommes sont aux travaux des champs, les femmes souvent aussi, quelquefois. Ou alors elles s'occupent du jardin, elles s'occupent aussi de la maison, elles s'occupent aussi des enfants. Les enfants, soit sont à l'école, dans le meilleur des cas, soit dans les travaux des champs, ou avec les bêtes. Donc le soir, c'est le moment où tout le monde se retrouve et où tout le monde échange. Et ce repas, il se prolonge sur ce qu'on appelle des veillées. Et là, encore une fois, c'est la nourriture qui va s'imposer, parce que qu'est-ce qu'on fait pendant les veillées? Eh bien, on écosse les haricots qu'on va mettre à sécher pour le restant de l'année, on écosse les pois chiches, on prend les fruits qu'on va mettre à sécher aussi, on prépare à bronde, on les met sur des... Les fruits secs, on les mettait sur des tangi prunuling, sur des... Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Non, c'est le prunier sauvage. Il a des... Les rejets sont très très longs. Non, le prunier sauvage, c'est un petit arbre. Les rejets sont très très longs et très droits. Et surtout, ils ont des piquants, mais comme ça. Donc, on les coupait à la bonne lune, etc., etc. On les mettait à sécher. Et ensuite, les fruits étaient embrochés là-dessus. C'était toute une histoire parce qu'il fallait les rentrer le soir, les sortir dans la journée. Voilà, donc on prépare tout ça le soir pendant la veillée. Donc, encore une fois, pendant la veillée, on s'occupe de nourriture. Alors, il y a deux concepts maintenant aujourd'hui dans la cuisine. Donc, autrefois, c'était plus simple parce que le concept, donc, c'était les femmes, la plupart du temps, qui cuisinaient. Les hommes aussi, hein, en Corse, il faut savoir, cuisinent énormément pour deux motifs. D'abord parce que beaucoup sont bergers. Donc, à partir du moment où ils sont bergers, ils savent faire le fromage. Donc, à partir du moment où ils savent faire le fromage, ils maîtrisent le feu, ce qui est d'une importance capitale pour faire la cuisine. Et en plus, ils sont en estive très souvent seuls pendant longtemps et donc ils se font à manger. Et les hommes, enfin, jusqu'à la génération de la soixantaine, il est parfaitement courant d'avoir affaire à des hommes qui font des rôtis, des frites, des ragoûts et toutes sortes de choses. Et bon, tout le monde trouve ça parfaitement normal, exactement comme on a toujours trouvé normal, enfin, pendant très longtemps, de voir un homme qui balayait ou qui faisait des travaux ménagers, parce que les hommes dans les bergeries étaient bien obligés de tenir la bergerie propre. Les bergeries, autrefois, quand on y rentrait, on pouvait manger par terre tellement c'était propre. Et les hommes étaient très fiers de savoir tenir cet intérieur. Donc le mythe de l'homme corse qui ne fait rien et qui reste vautré pendant que sa femme trime, c'est un mythe qui nous arrive probablement de l'extérieur, hein, qui a dû être vu par des gens que moi, personnellement, je n'ai pas vu passer. Mais moi, j'ai toujours vu des hommes participer aux travaux et travailler dans la maison et cuisiner. Et sans que personne ne trouve ça étonnant ni ne trouve ça particulièrement drôle. Alors, ensuite, les bergers, ils ont une tradition de rôtissage. On dit au pastor rustico minimo, parce que probablement, comme ils ont toujours affaire au feu, ils sont en permanent. Tout ce qu'ils ont à faire, tout ce qui leur passe dans les mains, va être rôti d'une manière ou d'une autre. Et c'est même assez artistique, parce que très souvent en montagne, il n'y a pas de... Comment dirais-je, il n'y a pas beaucoup de bois, donc il faut l'amener. Et ils sont obligés de faire preuve de beaucoup d'imagination, mais ils cuisinent. Bon. Quant aux femmes, bien entendu, les femmes, au départ, dans la maison, je dirais, de famille, c'est à elles qu'incombe le travail de la cuisine et qui, ce qu'on disait tout à l'heure, est particulièrement consacré à permettre à tout le monde d'aller travailler avec le ventre plein, pas trop, parce qu'il faut justement travailler. Et c'est un équilibre que les femmes savent très très bien tenir. Alors maintenant, il y a une nouveauté qui est arrivée depuis à peu près une quarantaine d'années, on va dire, en Corse. Ce sont les chefs de cuisine et les restaurants. C'est-à-dire que autrefois, on allait au restaurant pour manger. Maintenant, on va au restaurant pour voir, enfin, dans les grands restaurants, pour voir ce que fait le chef. Et donc, il y a une nouvelle notion, un nouveau concept qui s'est installé, qui dit que finalement, ces gens-là ne cuisinent pas tellement pour le plaisir des gens, mais pour montrer ce qu'ils savent faire. Et c'est quelque chose qui est très nouveau. Et on le voit avec toutes ces émissions de télévision où les gens se font juger, etc. etc. Ce qui compte, c'est pas tellement de faire plaisir aux gens qui sont autour d'eux, ni de leur faire du bien, c'est plutôt de montrer leur capacité, leur savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose de très, très nouveau, que personnellement, je ne trouve pas du tout sympathique, mais qui, malheureusement, est en train de devenir la loi générale en matière de cuisine. C'est très français, parce qu'en Italie, par exemple... même quand vous allez au restaurant, même dans un très bon restaurant, on vous donne une carte et puis on vous dit mais si vous avez envie d'autre chose, dites-le et on le fera.
En France, c'est pratiquement une insulte de dire mais moi ce qu'il y a sur la carte ça ne me dit rien, je voudrais qu'on me fasse ceci ou cela. Parce que c'est pas prévu et parce que ce qui est sur la carte c'est parfaitement élaboré pour montrer le savoir-faire de la personne qui est en cuisine et donc il n'est pas du tout question de sortir de ses habitudes. Ce sont vraiment deux visions qui sont complètement différentes. Alors maintenant, quand je vous parle de cuisiner pour autrui, il y a en français un terme qui, par exemple, maintenant, quand on parle de manger, on parle de grossir. Bon, autrefois, quand les jeunes gens mangeaient, on ne parlait pas de grossir, on disait forcir. Donc ça donne bien la notion de ce de ce que représentait la cuisine pour les gens. Il s'agissait vraiment de prendre des forces et pour les enfants de devenir des hommes ou des femmes. Alors ensuite, il y a la question du partage, bien entendu. Puis après, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée en cuisine. Alors je ne sais pas si les gens qui cuisinent, les femmes et les hommes qui cuisinent depuis des siècles en Corse l'ont beaucoup conceptualisé. Je pense que oui. Je trouve ça magique. C'est-à-dire qu'on arrive chez vous avec un seau de sèche ou de calamar, c'est un truc gluant, il y a du noir partout, ça colle, ça pique un peu les mains. Et puis à un moment donné, avec une casserole, du feu, de l'huile d'olive, de l'ail et un piment, vous faites quelque chose de délicieux, qui sent merveilleusement bon, qui embaume toute la maison, tout le monde se régale, alors qu'au départ, la matière, elle est pratiquement à vomir. Et en 10 minutes, on a fait quelque chose de magique. Moi, je trouve ça, dans la cuisine, je trouve ça absolument merveilleux. Un pain qui lève, pour moi, ça relève pratiquement de la magie. C'est beau à voir. Et malheureusement, j'ai beaucoup de mal à comprendre, moi, comment on peut ne pas bien manger, parce que je trouve que faire à manger, même des petites choses toutes simples, c'est chaque jour voir l'accomplissement presque d'un miracle et se dire qu'on arrive à le faire. C'est, je sais pas, c'est merveilleux, ça donne confiance en soi. Alors, ensuite, je vais vous parler des ingrédients de la cuisine corse. Donc, nous sommes sur une île où nous avons énormément de plantes aromatiques. Donc, on va d'abord parler des plantes aromatiques. Donc, il y a l'herbe baronne, il y a le romarin, il y a le laurier, il y a la népida qu'on n'utilisait pas beaucoup, hein, qui maintenant a été mise au goût du jour parce que je pense que les gens avaient du mal à prononcer le mot d'herbe baronne, alors que népida, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on en met un petit peu partout, mais au départ, elle n'est employée pratiquement que dans les sauces tomates. Il y a le laurier, bien entendu, qu'on fait sécher. Et il y a une plante qui n'est pas très connue, mais qui, à mon avis, est une des grandes valeurs de la cuisine corse. C'est la perza, qu'on trouve dans le Cap, qui est une toute petite plante qui ressemble un petit peu à l'herbe baronne, à point de vue aspect, hein, et qui a un parfum d'une délicatesse absolument incroyable, et qu'on utilise aussi dans les sauces tomates ou dans les aubergines, mais qu'on trouve assez rare. Enfin, vraiment, c'est une spécialité du Cap. Et il y avait, depuis l'Antiquité, donc je vous parle des plantes là qu'on utilise depuis l'Antiquité, et il y avait le safran, bien entendu, qui oui, depuis l'Antiquité, est utilisé. Le reste, évidemment, toutes les autres épices, le poivre, la cannelle, etc., ça arrive à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle. Alors, toutes ces plantes, elles sont cueillies à une période particulière de leur croissance. Elles sont mises à sécher pour qu'on puisse les utiliser toute l'année. Et ce sont elles qui permettent de varier les goûts, de varier les saveurs et de faire que les gens ne s'ennuient pas quand ils sont à table. Et il faut savoir aussi que la plupart de ces plantes ont également des vertus médicinales et qu'elles sont utilisées invariablement en cuisine, mais aussi en cataplasme, en tisane, en infusion, etc., pour, encore une fois, faire du bien. Ensuite, il y a toutes les herbes sauvages qui, elles, vont être consommées en apport au jardin. Donc, ce n'est pas pour donner du goût, mais c'est pour manger. Il y a la romicha, il y a les poireaux sauvages, il y a les blettes, etc. Donc, c'est une cueillette. Et surtout, il y a une chose, il y avait un concept qui était incontournable en Corse. On ne revient jamais de la campagne les mains vides. Voilà, on ramène toujours quelque chose. Alors, les gens, il faut aussi parler, on parle toujours beaucoup de la cueillette de la terre, hein, de toutes ces herbes, mais moi, il y a une cueillette qui me plaît beaucoup, c'est la cueillette de la mer. Et c'est une cueillette qu'on oublie tout le temps. C'est qu'on a quand même un pays qui est entièrement bordé donc de côtes, et il y avait énormément de gens qui vivaient de la mer. Et ces gens-là, quand ils ne pouvaient pas pêcher, mais ils allaient cueillir. Et ils cueillaient des arapèdes, ils cueillaient des bigorneaux, ils cueillaient toutes sortes de choses, d'éléments, et qu'ils mangeaient. Et il y a encore un autre endroit où on fait encore une autre cueillette différente, ce sont les étangs. Parce qu'on a encore cette cuisine de montagne, puisque les gens en montagne avaient des jardins
et qui ne cultivaient pas évidemment les mêmes légumes qu'en plaine. Donc on a des jardins de montagne, on a des jardins de plaine, on a une cuisine de montagne, donc une cuisine de plaine, on a une cuisine de bord de mer, et on a la cuisine des étangs. Parce que dans les étangs, on n'a pas du tout les mêmes choses à manger, on n'a pas le même poisson, ce sont des anguilles, les loups, enfin les mulets quand ils rentrent, on fait de la boutargue, et même la chasse est différente. Parce que par exemple dans la cuisine corse, il y a quelque chose dont je vais vous dire juste deux petits mots, c'est le gibier. On chassait au fusil, mais on chassait beaucoup au piège aussi. Et il y avait un savoir-faire qui malheureusement s'est perdu depuis que le piégeage a été interdit. Je ne vous parle pas du braconnage comme on en parle aujourd'hui. Je vous parle de cette personne qu'on appelait au capiaio, qui était capable dans la campagne de savoir où allait passer tel oiseau, tel oiseau, tel oiseau, qui était capable de le piéger au vol, au sol, à n'importe quel moment. Il fallait c'est une connaissance, une conception de la campagne qui s'est complètement perdue malheureusement et qui était quelque chose d'absolument admirable. Et donc il y a ce gibier-là, mais il y a aussi le gibier d'étang, c'est pas du tout le même. Ce sont des foulques, ce sont ces espèces de poules d'eau, il y a des canards, donc c'est une chasse qui est tout à fait différente. Les poules d'eau sont pas du tout cuites de la même façon, ça sent un petit peu la vase, donc on les fait tremper dans du vin rouge. Enfin, ce qui est extraordinaire dans ce pays, c'est que le territoire est quand même tout petit. Et on trouve des types de cuisine et des modes de faire qui sont complètement différents selon les espaces. Mais les étangs, malheureusement, on en parle très très peu. Pour la Corse, ça a été une immense richesse, hein, puisqu'il faut savoir Rome nous achetait des anguilles. Un peu plus loin, on a les huîtres. On vendait les huîtres à l'époque romaine. Et la boutargue qui s'est toujours exportée, la boutargue de Corse qui a été toujours extrêmement réputée. La boutargue, ce sont les œufs des mulets, des muges, hein, qui revenaient dans les temps, qui sont retirés, qui sont mis à sécher au soleil et qui sont ensuite pressés. Alors ensuite, donc les légumes, on en a un petit peu parlé, donc tout ce que peut donner un jardin. Les gens mangeaient énormément de légumes. On mangeait, bon, évidemment, tous les légumes du répertoire méditerranéen, très peu de salade, hein, parce que, bon, on se souvient de Grosso Minuto, quand on lui apporte une assiette de salade, qui regarde ça et qui dit « arba et arba ». Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans ce concept de je mange pour faire mon travail, pour tenir debout. Et la salade, maintenant, on sait que ça fait du bien, mais enfin, en tout cas, ça n'a jamais fait marcher personne. Voilà. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de légumes qui sont arrivés très tard, hein, parce que quand on nous dit que les plats traditionnels, c'est par exemple les courgettes au broche, bon, la courgette, elle a dû arriver au XVIIIe siècle, les poivrons sont arrivés très tard, les tomates aussi. La courgette au broche, c'est un truc extravagant, parce que la courgette, elle vient l'été, et le broche, on l'a en hiver. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent, qui existe uniquement depuis qu'il y a des réfrigérateurs, hein, et des légumes qui arrivent de l'extérieur. Et on mangeait surtout énormément de légumes secs. Alors bon, des haricots secs, bien entendu, ou fagiolo francese, ou fagiolo gascon, etc., etc. Mais le haricot, il est arrivé lui aussi au XVIIe siècle. Donc avant, ce que les gens mangeaient généralement, c'était des pois chiches et des lentilles. Et quand les haricots sont arrivés, évidemment, tout le monde s'est jeté dessus parce que c'était... comment dire, plus facile. Enfin, il y avait davantage de cuisine possible que dans le pois chiche. Ça devait changer un petit peu parce qu'il y avait quand même 2000 ans de pois chiche derrière, donc les gens ont probablement sauté sur l'occasion. Et le dernier endroit où on consomme encore énormément de pois chiche, mais c'est Bonifacio. Mais je pense qu'on consomme. Alors les Bonifaciens expliquent que c'est parce qu'ils sont des véritables. Enfin, ne m'en veux pas, mais ils sont les grands gardiens de la tradition, que c'est pour ça qu'on consomme des pois chiches. Moi, je pense surtout que parce qu'un palo de fagioli de 2 mètres de haut à Bonifacio, il va au premier coup de vent, on va le retrouver à la mer, et que donc c'était très difficile de faire pousser des haricots là-bas. Donc les gens sont restés sur le pois chiche avec évidemment tous les plats qui l'accompagnent et qui sont donc pour les vendredis saints. On fait une soupe aux pois chiches, bon, comme ailleurs d'ailleurs, on en consomme. Et donc si on les consomme justement pour les jours maigres, on peut imaginer que c'est parce que c'est quand même le souvenir de périodes qui n'étaient pas forcément des périodes très très fastes, le pois chiche, et on peut imaginer que c'est pour ça qu'on l'a abandonné aussi volontiers. Ceci dit, moi j'ai eu un restaurant, et quand je faisais des pois chiches, les clients corses, quand on leur dit pois chiche, ils ont les yeux qui s'illuminent. Hein. Pois chiche et anchois, hein, c'est les deux choses. Voilà. Ah oui, je vous ai parlé du poisson, évidemment, il faut que je vous parle de la morue et des anchois aussi, bien sûr. Donc du poisson qu'on mettait à sécher, donc les anchois qu'on mettait à mariner, enfin au sel. La morue qui arrivait de Gênes avec ce fameux bacala per cortiga, parce que c'était la morue de la plus basse qualité. Et aussi un plat qu'on faisait particulièrement dans le Cap Corse, qui était des bogues frites,
qu'ensuite on conservait dans du vinaigre et de l'ail, parce que c'était, et on mettait ça dans des jarres, parce que ça s'appelait du poisson en aïole. Pourquoi? Parce que des bogues, on n'en pêche pas une, on en pêche généralement énormément, et c'était le meilleur moyen d'arriver à les conserver. Et ça aussi, bon, on le retrouve dans toute la cuisine méditerranéenne. Ça aussi, c'était encore un moyen de garder du poisson, autre que séché. Alors, ensuite, bon, on a eu les châtaignes, bien entendu. Donc, les châtaignes, le châtaignier imposé par, la culture de châtaignier imposée par les Génois. Les châtaignes, elles sont soit consommées en farine, soit sèches, dans un but de conservation. Sur le moment, on se fait plaisir en grillant des châtaignes, sauf pour les jours tristes, qui sont, par exemple, les jours de la Toussaint. Parce qu'il faut savoir, c'est très important, qu'en Corse, le rôti et le frit, c'est pour les jours de fête. Le sucre aussi, voilà, les beignets frités, c'est le jour de fête. Quand on est en deuil, d'abord on ne mange pas de sucre, et quand c'est par exemple pour la Toussaint, comme c'est un jour de deuil, le soir de la Toussaint, on mange des châtaignes, on les mange bouillies. Ça s'appelle i ballotti. On les fait bouillir avec du sel, pas de sucre, et du fenouil. Le fenouil probablement pour aider à mieux les digérer, parce que les vertus digestives du fenouil sont connues depuis très longtemps. Ensuite, on consomme des graisses, bien entendu. Donc, c'est généralement de l'huile d'olive. La Corse vendait de l'huile d'olive dans tout le bassin méditerranéen. Les oliviers n'étaient pas du tout abandonnés comme ils le sont aujourd'hui. C'était un gros pays exportateur. Et du lard dans les régions où il y a pas où les oliviers ne peuvent pas pousser, qui sont pratiquement le Niol et même pas la Castaniche, puisqu'on a des oliviers jusque dans l'Ampugnagne. Donc, à ce moment-là, les marchands de Balagne montaient au Niol et faisaient des échanges de lard d'huile d'olive contre du lard ou de la charcuterie. La charcuterie, il y a 2 types d'élevage de porc. Il y a Umanarino, qui est le cochon de la maison, qui est élevé dans une cave enfermée, à qui on donne des épluchures cuites et on porte énormément de soins. Il y a même une variété de courges dans le jardin qu'on fait pousser pour lui, qu'on lui donne en tranches. Et ensuite, il y a les cochons, en troupeau, qui sont en liberté très, très, très surveillés. Il faut absolument savoir que les hordes de cochons qui dévastent la Corse, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qui vient de sortir. Ça a une trentaine d'années à peu près. Autrefois, les gens se sont entretués pour des histoires de cochons. Sur des zones de pâturage, par exemple, comme le plateau du Gouchon, qui était partagé entre plusieurs villages, il y avait un village qui avait le droit de laisser les cochons. Les cochons étaient ferrés, on leur mettait un fer autour du groin pour qu'ils ne puissent pas fouiller la terre et qu'ils ne puissent pas dévaster les pâtures, parce qu'après le passage d'une bande de cochons, plus personne ne mange. Et quand on ramassait les châtaignes, les cochons n'ont absolument jamais mangé de châtaignes. C'est une nouveauté, ça. Les gens mangeaient les châtaignes. Et des belles châtaignes, parce que les châtaigniers étaient taillés, amendés, arrosés. Simplement, quand on allait commencer la récolte des châtaignes, dans les villages, on sonnait à ligata. Les cloches sonnaient à ligata, qui signifiait pour tout le monde qu'il fallait ramasser les cochons, les enfermer, qu'ils ne devaient plus sortir parce que les châtaignes commençaient à tomber. Et quand la récolte était terminée et qu'on avait fini de glaner, on sonnait la botte, ce qui signifiait qu'on pouvait lâcher les cochons et que les cochons pouvaient descendre, passer sous les châtaigniers, toujours ferrés pour ne pas risquer d'abîmer les racines des arbres, et ils pouvaient glaner les dernières châtaignes qui n'avaient pas été ramassées. Ensuite, il faut parler bien entendu des chèvres et des brebis. Bon, le lait est consommé cru. Il fait partie vraiment de la nourriture de base. Les gens qui partent travailler dans les champs le matin laissent un bol avec un café au lait, une panate avec du pain dedans, ou bien du brochu secco, ou encore autre chose au coin de la cheminée. Quand ils rentrent à 5 heures, ils mangent ça et ça leur fait du bien, ça les réchauffe. Ensuite, on fait bien entendu des fromages, et la Corse exporte aussi des fromages dans toute la Méditerranée, sauf le broch, bien entendu, qui reste sur une consommation locale. On consomme du vin. Alors, soit du vin, les gens ont leur treille, ils font du vin pour la maison. Les gens qui ont on exporte énormément de vin. Il y a des régions déjà, le Nebbio et le Cap, qui sont des grands exportateurs. Après, souvent, les gens qui ont des petites vignes font du vin pour l'échanger, ils le troquent, parce qu'ils ne consomment pas tout. Et les fruits. Alors, les fruits, bien entendu, on ne fait pas de confiture, puisqu'on n'a pas de sucre. On fait donc des fruits séchés. On fait des fruits à l'eau-de-vie aussi. Et bon, vous êtes trop jeune, je pense, pour avoir connu ça, mais je vous plains parce qu'autrefois, quand on allait chez les personnes âgées, il y avait toujours un petit placard dans la cuisine qu'on ouvrait, et dedans, il y avait le bocal avec les cerises à l'eau-de-vie ou le raisin à l'eau-de-vie. Et ça, on considérait qu'on pouvait le donner aux enfants parce que c'était doux. Et donc, on sortait souvent
au troisième raisin à l'eau de vie, c'était un choc terrible, hein, parce qu'on était petits, mais c'était magique. Enfin, moi, ces petits placards et cette odeur, quand on ouvrait le placard, c'est des souvenirs d'enfance absolument merveilleux. Voilà. Ensuite, comme richesse extraordinaire, on a beaucoup cultivé de blé et d'orge, hein, et d'autres céréales, bien entendu, qui ont malheureusement disparu, puisque maintenant, c'est le maquis qui a pris le pas sur tout le reste. Et surtout, on a eu 2 richesses immenses en Corse qui ont permis de développer une véritable cuisine. Nous avons eu du sel. À Portiuet, il y avait des salins énormes. Et ça a permis de créer de la charcuterie, parce que sinon, c'était une île. Imaginez s'il avait fallu importer le sel. Or là, il était sur place, il voyageait en barque, et on a eu du bois en abondance. Et quand on compare, nous sommes un peuple de bergers et de marcheurs, de bergers-marcheurs, quand on compare ça avec un autre peuple de bergers-marcheurs comme les Mongols, par exemple, qui n'ont pas de bois, il faut imaginer ce que c'est que nourrir une famille sans bois pour faire le feu. Donc eux, là-bas, par exemple en Mongolie, ils ont un chaudron qui bout en permanence avec dessous des bouses séchées qui entretiennent un tout petit feu, et on jette, et on bout, on cuit, on bout, on cuit. Bon, chez nous, les gens faisaient déflamber, ils faisaient rôtir, ils faisaient frire, ils faisaient cuire. Enfin, ce bois, ça a été une richesse absolument extraordinaire. C'était comme du pétrole. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis, on a eu une chose aussi magnifique, ce sont tous les petits ports qui ont maillé le littoral de Corse. Parce qu'aujourd'hui, on y voit des criques. Par exemple, on appelle ça, dans l'extrême sud, la plage d'Argent. La plage d'Argent, en réalité, c'est Cala Barbaria. C'est un endroit où arrivaient des felouks. Même chose à Rocapine. À Rocapine, ils chargeaient du charbon de bois. Mais sinon, sur toutes ces petites criques, ces cales, arrivaient des felouks qui chargeaient des produits et qui en apportaient. Et par exemple, les gens pouvaient se permettre de produire beaucoup parce qu'ils savaient qu'à un moment donné, ils allaient avoir de l'argent et qu'ils allaient pouvoir vendre. Par exemple, le miel, et c'est comme ça que les produits, non seulement se sont développés, mais qu'en plus, on a tiré beaucoup sur de la qualité, parce qu'on avait la possibilité en Corse de réexporter énormément de produits qui étaient consommés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement oublié. Mais il y avait en permanence un va-et-vient de barques qui prenaient des marchandises, qui les emmenaient soit vers des villes, parce qu'évidemment, c'était beaucoup, par exemple dans l'Ortole, on faisait du foin, qui partaient en barque vers Bastia. Et donc, on exportait aussi beaucoup de matières alimentaires. Et donc, les gens pouvaient produire parce qu'ils pouvaient vendre. Et comme ils vendaient, ils essayaient de faire un peu meilleur que le voisin et de faire en sorte que le produit soit tiré vers le haut. Bon. Aujourd'hui, et je vais conclure là-dessus, malheureusement, de ces petits ports, il n'en reste plus. Enfin, sont devenus des zones de baignade ou des zones pour les plaisanciers. Il nous reste 4 ports qui évidemment n'exportent plus rien à part quelques clémentines et du vin. Et tout ce que nous consommons arrive de l'extérieur, donc déjà emballé, pratiquement, on peut même dire prédigéré. Et c'est une culture qui est en train de se perdre. Et bon, nous en avons perdu d'autres, mais je pense que vraiment, le jour où nous ne serons plus capables de faire le trait d'union, le lien entre notre île, entre notre terre, la terre au sens noble du terme, et notre assiette, et nous-mêmes, puisque nous nous nourrissons de ce qui est dans notre assiette, nous ne serons plus les mêmes gens. Et donc, je ne saurais trop vous inciter à faire un petit retour sur vous-même, à vous demander si vous faites ce travail, si vous faites ce chemin, si vous vous en donnez les moyens. C'est très facile à faire. Moi, c'est en fac que j'ai commencé à cuisiner. Voilà, je vous remercie. J'ai pas été trop longue. Non, non. Merci mille fois Fabienne pour ce tour d'horizon. Bon, vous avez vu que on n'est pas stricto sensu dans l'approche, comment dirais-je, triviale de la cuisine. On n'est pas là pour apprendre des recettes, mais il y a vraiment derrière tout ça une mise en perspective dans l'histoire, une relation au produit qui est d'ordre anthropologique, et qui nous ramène à des notions
tout à fait moderne aujourd'hui sur comment consommer, quel circuit pratiquer, quels produits. Enfin, moi, le coup des courgettes au broach, tu vois, j'y avais jamais pensé, mais bon, du coup, manger des courgettes au broach aujourd'hui, c'est peut-être un effet de la modernité, mais ça fait réfléchir quand même sur l'association de deux produits et consommer de saison aussi. Il y a un tas de choses qui apparaissent, y compris le caractère un petit peu iconoclaste qui consiste à faire voir que les hommes, la caricature qu'on en fait aujourd'hui, l'homme corse et nostre dunuce corse, finalement tout ça tombe un petit peu en allant creuser un petit peu sur les fonctions de chacun et les mobilités, surtout les transhumances notamment. Voilà, une vraie réhabilitation de tous les terroirs, hein, c'est-à-dire qu'on consomme autrement au bord de la mer, à l'intérieur, sur les strates de ce que peut nous donner la nature, etc. Bon, tout ça ouvre un champ de questions et de possibles et nous réinsère aussi dans un questionnement sur notre façon d'être, l'être tout simplement, et l'essai gorso in particular. Donc, si tu as un petit peu de temps, Fabienne, on va quand même ouvrir à quelques questions. J'espère qu'il y en aura, sinon j'ouvrirai moi-même. Sempre a prima domanda. Jean-Baptiste, Lega. Allora, saluta. Boh, sono Giambattista Lecchi, in terza annata, e volevo domandare se deciso in Corsica, Rugioni dove ci sono specialità, per esempio, per l'erba barona, per il listinco, tutti cose così, se ci sono specialità fra i Rugioni. C'è a Persa, come vi la dite, c'è a Persa in Capigorzo, dopo ci sono, come posso dire, ci sono morri di cose, ma a specialità un'amica perché un giorno Ayant ha detto femo così, un piatto viene di Anadura, di Urudio. Je continue en français, vous allez m'excuser. Mais j'essaye de mettre de l'ordre. Par exemple, il y a toutes sortes de choses qu'on va pouvoir faire à partir de l'huile d'olive. On ne pourra pas les faire au Niolo, parce qu'ils n'en ont pas à disposition. Vous comprenez? Il y a en réalité, les gens font avec ce qu'ils trouvent. Quand on vous dit, mais là, il faut mettre ça, il faut mettre ça, il faut mettre ça, mais pas du tout. Il n'y a pas de recette figée. Les gens, ils mettaient ce qu'ils avaient. Bon, donc il est évident que dans des endroits où on ne trouve pas tel ou tel plat, ou telle ou telle herbe, ou tel légume même, je vous dis à Bonifacio, moi, quand je veux faire des haricots, ça ne me vient pas l'idée d'aller les acheter à Bonifacio. Je les prends chez quelqu'un de Basté, les gars. Mais parce que ça ne pousse pas. Et en réalité, je vais vous donner pour exemple l'huile d'olive. En Corse, ça j'en parle facilement parce que j'en produis. En Corse, traditionnellement, on a toujours attendu que les olives tombent toutes seules. Ce n'est pas parce qu'on est plus paresseux que les autres, c'est parce que l'olive, elle ne supporte pas le gel. Elle a horreur de ça. Le gel casse l'huile dans le fruit. Donc, on n'a pas de gel en Corse. Donc les gens laissaient tomber les olives naturellement. Et donc elles étaient mûres et ils avaient évidemment beaucoup plus de rendement. Contrairement aux régions du continent ou à des régions d'Italie ou d'Espagne, où il y a des problèmes de gel, justement, et où les gens ramassaient des olives vertes sur l'arbre avant que le gel n'arrive chez eux. Et donc, ils avaient beaucoup moins d'huile, parce que c'est pas compliqué, vous pressez un fruit vert et vous pressez un fruit mûr, vous n'avez pas du tout autant de jus, la même quantité de jus qui va sortir. Ils ont une huile qui est amère, parce que le fruit n'est pas mûr, une huile qui est souvent assez piquante, parce que l'olive, ça pique quand c'est pas mûr, et surtout, ils ont beaucoup moins de fruits. Quand vous voyez des Provençaux, ils vous expliquent sans rire que comme la leur, l'huile, on n'en fait pas parce que, eh bien, elle est verte, elle pique, elle est amère. Bon, et nous, les Corses, on va expliquer que comme la nôtre, il n'y en a pas parce qu'elle est douce, parce que justement, comme elle est très douce, elle ne masque pas le goût des aliments, parce que bien qu'elle soit douce, elle garde quand même son caractère. Bon. Mais tout ça, c'est du cinéma. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de gel en Corse et qu'il y a du gel en Provence. Et c'est ça qui a déterminé le produit, les savoir-faire et les goûts. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Question? Oui, campagne. Vous pouvez nous parler de la culture des cédrats à l'époque
dont on n'entend plus tellement parler de nos jours. Alors, la culture des cédrats, elle a été, comment dirais-je, elle est tombée dans l'oubli parce que on cultivait le cédrat beaucoup pour la fleur, pour les parfumeurs de grâce. Et bien entendu, avec la mondialisation, je suppose qu'ils ont, et puis avec la chimie aussi, je suppose qu'ils ont dû trouver quelque chose qui revenait moins cher, parce qu'on peut imaginer ce que devait pouvoir coûter la récolte des cédrats dans le Cap. Il faut imaginer les terrasses du Cap, avec les cédrats, des gens en train de ramasser ça, et ensuite en train de les amener à Bastia. Il faut toujours essayer d'imaginer les choses avec des trains de mulets. Il ne faut pas imaginer les choses avec les voitures, ni même avec des brouettes. Il faut les imaginer avec des trains de mulets. C'est pas très vieux, hein. Et donc le cédrat est probablement un petit peu tombé dans l'abandon à cause de ça. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, moi je suis née à Bastia, j'ai été élevée à Bastia, et nous avions une scierie sur le port de Tog. Et il y avait le Cap Corse Mathéique, à l'époque, qui avait son usine là. Et il y avait un jour dans l'année où on arrivait à la scierie en sortant de l'école, on allait faire un tour. Et il y avait un jour dans l'année où, sur le port de Tog, régnait une odeur mais merveilleuse, c'était l'odeur du cédrat. Parce que Mattei allait mettre en œuvre la liqueur de cédrat, et donc, à ce moment-là, on lui amenait tous les cédrats du Cap. Mais c'est quelque chose que j'ai plus jamais retrouvé. C'était magique. Et il y a une petite anecdote que j'ai entendue sur les cédrats qui m'a beaucoup plu. Comment faisaient les gens du Cap, pour montrer à quel point ils étaient industrieux et observateurs du territoire. Comment ils faisaient pour avoir davantage de cédrats? C'est M. Calistre, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Calistre ou Calice, qui est en train de remettre au jour la culture du cédrat et qui fait ça très très bien. Et bon, il a largement les moyens, mais enfin, si c'est ça sa danseuse, moi je trouve ça très bien. Et les gens avaient les pieds de cédratier sur les terrasses. Et puis, à un moment donné, bon, les cédrats ne donnaient pas beaucoup de fleurs. À un moment donné, ils cessaient de les arroser complètement. Et le cédrat, qui n'est pas du tout comme l'olivier, qui est un arbre un peu fou, il stressait tellement, il était tellement en panique parce qu'il n'avait plus d'arrosage, qu'il se mettait à fleurir, parce qu'il avait peur de mourir. Et l'olivier, dans ce cas-là, il aurait jeté ses fleurs, et c'est pour ça qu'il vit très vieux. Le cédrat, non, il fleurit. Et donc, les gens provoquaient donc cette floraison en assoiffant l'arbre. Et puis, quand il avait vraiment beaucoup, beaucoup fleuri, qu'il était chargé de fleurs, alors là, il recommençait les arrosages. Et ces fleurs devenaient des fruits. Et c'est comme ça qu'ils poussaient la culture du cédrat, qui était une culture vraiment extrêmement difficile. Et donc, je suppose qu'ils ont dû... je ne pense pas que ça a été remplacé, parce que c'est vraiment très anecdotique en Europe, hein, la culture du cédrat. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Demandez. Oui, Cathy. Je voulais aussi vous demander, à l'époque, le sanglier, il était plus sauvage, il avait un goût vraiment sauvage. Je comprends pourquoi, puisqu'il y a eu des cochons qui ont été en divagation, qui se sont mêlés au sanglier. Mais par contre, l'huile d'olive, moi j'ai souvenir d'une huile d'olive corse, très très amère. Amère ou rance? Très amère et qui ne me plaisait pas du tout, alors que maintenant, l'huile d'olive, je la mange avec délice, avec plaisir, et je me régale. Mais à l'époque, je la détestais. Alors là, vous me faites Pourquoi plaisir parce que ça doit être le travail qu'a fait le syndicat, parce qu'on a obtenu une AOP sur l'huile d'olive de Corse, on a fait énormément de progrès. Alors d'abord, le sanglier, je vais vous répondre là-dessus parce que c'est un de mes dadas. Des sangliers avant, il n'y en avait pas. Voilà, quand on avait, moi je me souviens, ma maman est du Tard, où quand au village, quand quelqu'un avait vu un sanglier, mais tout le village en parlait. C'était l'événement de la semaine. Adouis-Touchigna, Eracui, tout le village partait, on organisait une battue. Moi je n'ai jamais vu, je viens d'une famille de chasseurs dans la famille de ma mère, je n'ai jamais vu mes oncles partir en battue tous les dimanches. C'était même pas imaginable. Il y avait une battue quand il y avait un sanglier, et tout le village s'y mettait. Mais c'est quelque chose de très nouveau. Bon, la viande, je me souviens, quand on en mangeait à la maison, il fallait au moins 3 ou 4 jours de marinade pour arriver d'abord à l'attendrir et puis ensuite à le manger, parce que ça sentait très très fort. Et je me souviens un jour, une dame nous avait invités, elle avait fait un ragoût, une tiane ou des signals, et elle avait trouvé la recette du civet de lièvre dans un livre de cuisine. Et dans le civet de lièvre, on met le foie du lièvre. Au dernier moment, on
on le mixe et on l'ajoute avec du sang. Et ça permet de faire une sauce très veloutée, très liée. Bon, il ne faut pas le faire cuire pendant 2 heures. Hein. Dès que la sauce est constituée, on sort ça du feu. Et cette dame, elle avait haché le foie du sanglier, mais c'était un foie comme ça, et elle l'avait mis dans le civet. Et moi, j'étais gosse, et quand c'est arrivé sur la table, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Bon, donc ma mère m'a regardé. Il n'est évidemment pas question de dire j'aime pas ça. On a mangé, mais pendant des années, j'ai plus pu manger de sanglier. C'était insoutenable tellement ça sentait fort. Voilà. Mais c'était exceptionnel. Elle avait fait le civet parce que c'était un truc extraordinaire d'avoir un sanglier. Donc ça, c'est pour le sanglier. Pour l'huile, moi, je suis pas sûre que le mot amer soit. En principe, l'huile, elle était archi-rance. On faisait 2 types d'huile. On faisait l'huile donc avec la presse à vis et les scourtins. Donc il y avait d'une part le goût du scourtin. Parce que si le moulin s'arrêtait pendant 2 ou 3 jours, et ça pouvait arriver, parce que les gens attendaient d'avoir beaucoup d'olives pour aller au moulin, donc quelquefois tout le monde y allait en même temps et le moulin restait 2 ou 3 jours sans travailler. Il faisait assez chaud dans les moulins, donc ça cette pâte d'huile qui était dans les scourtins, dans ces espèces de paniers qui servaient à presser, ça rancissait, ça donnait un goût épouvantable. Ensuite, il y avait les jarres dans lesquelles elle était conservée, parce que bon, ces jarres, elles sont magnifiques, mais maintenant tout le monde y met des géraniums, mais on n'y mettrait plus d'huile, parce que la terre cuite prend le goût et ça rancit d'une année sur l'autre. Dès que le niveau commence à baisser, ben, ce qui était imbibé d'huile, ça prend une odeur de rance. Et puis ensuite, on faisait ce qu'on appelait l'olio d'inferno. C'est-à-dire que quand on lavait le moulin, tout ce qui restait partait dans des espèces de canaux, dans des bassins. Tous les restes partaient dans des bassins qui étaient remplis d'eau, qui souvent étaient sous le moulin, et c'est pour ça qu'on l'appelle d'inferno. Et aussi pour le goût. Donc cette eau, à la fin de la saison, on décantait toute l'huile qui était restée à la surface de l'eau, et ça, on le consommait encore parce qu'on ne jetait absolument rien. Mais ça avait un goût absolument atroce. Et bon, il y a des gens qui ont encore des souvenirs, il y a encore des Corses qui ne veulent pas d'huile d'olive, parce qu'ils ont le souvenir de cette huile-là. Voilà. Mais je pense que c'était peut-être chez vous de l'amertume. Vous êtes de quel village? Moi, je suis de Canal-Olivet. Alors peut-être qu'ils ramassaient en verre là-bas, je ne sais pas. Mais en principe, le problème, c'était... Ou alors il la faisait venir de Provence. Hein. Non, pas du tout, mais pas du village. Ah, pas du village. Alors peut-être que c'est plutôt du goût de rance, mais ça a tourné en... La mémoire, elle est... En matière de cuisine, elle joue des tours. Hein. Non? Alors je ne sais pas. Questioni, domande, rimarche, precisioni, testimonianze, posto che in diversi paesi di noi ci sono specialità. Allez, un'altra. Dopo ne potrò radio una io. A Bulanda di era bei boeri e ava di pei ricchi perché costa caro. Quando è andato in un ristorante, vi hanno una piccola fetta così, come un'ostia, vede? E quella che voglio io, che i piatti di boeri di Nantes a volte sono diventati piatti di ricchi, quasi. Io perché c'è un travado, perché Nantes un travado non si pagava mica. I poveri andavano a cogliere i castagni o la livi, non erano quasi mica pagati. E ora si paga niente. E come sono piatti che domandano un moro di travado, costano più cari che gli altri. Io mi sento mica qui perché, per esempio, si sente sempre a agosto quando gli dicono le clementine, forse in continente costano meno caro che qui in Corsica. E a Bulanda, a Verin, eccetera, eccetera. I frutti grossi, per esempio, per noi i grossi, vi è sempre o a Calabria e Corsica, ma dai grossi, voglio dire che non c'è mica tanto niente a pagare, sono piccoli paesani che facciano le loro ricolte, ma di dopo ci facciano pagare lo ciuga, come si dice. Allora, Frutti di lusso come oro. e Clementine... Bon, il y a un phénomène, pour la farine, il y a peut-être un phénomène aussi de rareté qui fait que, bon, voilà, du coup, la rareté engendre une montée des prix, non? Enfin, tu as déjà ramassé des châtaignes? Oui, mais bon. Tu les as emmenées au moulin? Non, non. Tu les as passées pour les fumer sur un rate. Tu les as écrasées ensuite. Tu les as ramenées pour les ensacher. Et tu vois, c'est moi je le sais parce que je fais l'huile d'olive, j'ai l'habitude d'entendre ce discours parce que mon huile est très chère.
Et je comprends très bien qu'on la trouve trop chère, et je comprends très bien qu'on trouve de l'huile beaucoup moins chère. Le problème, c'est que je ne me suis pas levée un matin en disant je vais la vendre à temps. J'ai fait le calcul de ce qu'elle me coûte. Et la mise en œuvre, l'entretien, le travail incroyable que ça représente, à un moment donné, il faut que ça se paye. Les clémentines, ça n'a rien à voir. Les clémentines, elles sont d'abord, ce ne sont pas d'écorce, ce sont les pieds noirs, c'est une affaire de pieds noirs. Et ensuite, on ne demande pas du tout le même savoir-faire pour faire des clémentines que pour faire de la châtaigne. Pour faire des clémentines, vous prenez une horde de mercenaires, vous les mettez à ramasser, et la messe est dite. Pour faire de la farine de châtaigne, c'est pas pareil. Il y a vraiment beaucoup de travail. Après, c'est un produit qui se raréfie, mais pas uniquement à cause du Cynips. C'est un produit qui se raréfie parce que qui a envie de passer sa vie au Niol ou en Castaniche à ramasser les châtaignes? Moi, je suis montée à Castinette il y a 4 ou 5 ans, j'ai pleuré sur la route. Il y avait un tel abandon, un tel désert. C'était attristant au point que j'ai pleuré. Bon, moi, je comprends que la personne qui a décidé de vivre malgré tout à Castinette, et malgré tout de ramasser des châtaignes, et malgré tout de continuer à produire, c'est normal qu'à un moment donné, elle demande qu'on lui paye son travail. Et je vous assure qu'ils ne sont pas riches. Hein. À l'heure actuelle, moi, j'ai dans ma famille des gens qui ramassent les châtaignes. Les châtaignes ne sont pas des malheureux, ils ont d'autres activités parallèles, ils sont des agriculteurs, ils mettent les filets, etc., ils nettoient, ils ont des souffleurs. Tant mieux. Oui, ça se mécanise, ça se modernise. Exactement. Bon, aujourd'hui, ce qui a changé dans l'huile d'olive, le phénomène est peut-être encore plus marqué en Provence que chez nous. C'est-à-dire qu'il en est aujourd'hui de l'huile d'olive comme du vin. C'est-à-dire qu'il y a des, peut-être pas des crus, mais il y a des terroirs, il y a des savoir-faire, il y a des reconnaissances, des labels qui font que on peut consommer aujourd'hui, celui qui va boire un verre de vin, c'est très bien qu'il peut le payer 5 euros la bouteille, ou alors 30, 40, 50, 160 et bien au-delà. Donc il en est peut-être un petit peu pareil de l'huile d'olive. Mais le problème de l'huile d'olive, c'est que d'abord, il y en a très très peu. Moi j'adorerais que tout le monde encore se mette à produire de l'huile. D'abord, ça donnerait un sens à notre travail. Et puis ensuite, ça permettrait d'établir davantage et de vendre moins cher, donc de vendre plus. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de producteurs. Il n'y a pas de producteur d'huile, il n'y a pas de producteur de châtaigne. Là, parmi vous, est-ce que quelqu'un se destine un jour à produire quelque chose? Non. Pourtant, vous êtes la jeunesse de la Corse. Vous devriez... vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a plus personne qui veut produire. Et le problème, il est là aussi. Après, c'est vrai que l'huile, elle peut ne pas avoir de prix. Mais la farine de châtaigne, vous savez, quand elle est faite vraiment comme il faut, qu'il y a ce goût de biscotte, qu'elle est séchée par quelqu'un qui sait manier le feu, parce que tout est là. Moi, je me souviens d'un petit jeune homme de Tasse qui était à la foire de Bocognane il y a 4 ou 5 ans. Il est arrivé le vendredi soir, le samedi à midi, il n'avait plus 1 kilo de farine. Les gens se sont jetés sur lui. Et moi, j'étais à côté parce que j'avais un stand pour l'huile. Et j'ai été obligée de vendre la farine que je lui avais achetée parce que les gens étaient enragés. Bon, mais je pense que c'est une question il y a une question de qualité surtout. Moi, je regrette énormément que la Corse... Quand j'entends parler de la Corse sauvage, moi, je vois rouge. Parce que la Corse, il ne faut quand même pas perdre de vue que c'était un jardin qui partait de Bounivaz et qui arrivait jusque dans le Cap. Et maintenant, c'est un terrain d'incendie. Mais ça, c'est parce que nous n'avons plus d'agriculteurs. Et on ne pourra plus parler bientôt, les produits, plus personne ici pourra se permettre de les acheter parce qu'il n'y en aura plus assez. Mais moi, je ne demande pas mieux que les gens s'installent. Hein. Je vous incite à cuisiner, à vous installer. C'est pas une question, c'est plutôt une intervention. Je rebondis sur ce qui a été dit, on dira. Pour revenir à la farine de châtaigne et aux châtaignes, ce qu'il faut savoir, c'est que, je parle en connaissance de cause, disons, là, ça fait 2 ans, par exemple, chez moi, au Fiemourbe, il n'y a plus personne qui ramasse. Pas pour rester sans rien faire et toucher les primes, parce qu'ils n'ont pas tous les primes, ça, il faut le savoir. C'est parce qu'il n'y en a plus. Ouais. Donc, le peu qu'il y a
d'une année sur l'autre, c'est vrai qu'il y en a un peu. Le peu qu'il y a, c'est obligé que le prix il augmente. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas profiter des gens à faire des prix exorbitants, mais il faut savoir aussi que le travail il a augmenté. Depuis, avant, il y avait la retire au 10 porches. Avant, c'est pas du plus. Alors, il faut tout fermer, tout clôturer, tout. Donc, le travail, la quantité de travail a beaucoup, beaucoup augmenté. Après, même pour les sécher et tout, bon, il y a des producteurs qui font tout au gaz, qui font tout. Mais celui qui le fait vraiment avec au Vouron et à faire le bois et tout, vraiment, il en faut. C'est jour et nuit, sans arrêt, pendant 1 mois et demi. Donc, quand même, il faut aussi se rendre compte du travail qu'il y a à faire, quoi. Avec le risque de tout perdre pour un moment d'inattention en plus. Voilà, c'est sûr. Ce sont des métiers qui sont très durs et malheureusement qui étaient porteurs de savoir-faire. Après, j'insiste encore, je ne suis pas venue pour rien, les études universitaires mènent à tout. Hein. Voyez-moi. C'è un produttore d'olio d'olivo che potrebbe dire qualcosa, no? Non? Non. Moi, j'avais une question, Fabienne, sur l'avenir, justement, sur la nouvelle façon de produire. C'est-à-dire que, bon, on a des difficultés aujourd'hui. L'huile d'olive, je sais que tu es inquiète par rapport à la Xylella. On a vu que le Cynips fait des ravages. Moi qui on faisait un petit peu d'huile avec mon père, ça fait des années, on attend l'alternance et c'est impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, in Boniva, tu s'aspettai a un anno 92, et aujourd'hui l'alternance n'a plus de sens. Donc il faut traiter. Donc aujourd'hui, tous ces produits-là, faut-il utiliser des pesticides? Comment produire bio? Comment se projeter un petit peu dans un avenir où le climat change, etc. Est-ce que tu as une vue là-dessus? Alors moi, je voudrais surtout, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en Corse, ce qui nous tue, c'est très paradoxal, c'est la nature, c'est le sauvage. On est arrivé au stade où le sauvage a complètement repris le pas sur nous. Nous sommes en minorité par rapport au sauvage. Alors, faire du bio, bien sûr, je vais prendre pour exemple l'huile d'olive. En oléiculture, l'ennemi total, c'est la mouche de l'olive. On en a, enfin bon, maintenant c'est la Xylella fastidiosa, hein, mais là la question va être vite réglée. Elle rentre, on n'a plus d'olivier, on parlera d'autre chose et on mangera de la chougne comme mes ancêtres du Niolo. Hein. Bon. Mais le problème de la mouche, bon, c'est autre chose. La mouche, elle se traite par des insecticides. Alors on peut faire, nous par exemple, on fait du raisonné, on met des pièges, on surveille les pièges. S'il y a une attaque de mouche, on est obligé de traiter. Et des attaques de mouches, il y en a de plus en plus, et elles sont de plus en plus longues dans le temps, parce qu'on a ces étés indiens qui sont merveilleux, mais qui font qu'il y a de plus en plus d'insectes. L'hiver, il ne fait pas froid, la mouche, elle s'enterre, comme ça gèle plus, mais elle ne meurt pas. Bon. En Italie, par exemple, ils font du piégeage massif sur les mouches, c'est-à-dire qu'il y a 400 hectares d'oliviers, avec des propriétaires tous différents, hein, et tout le monde entretient ses arbres, les arrose, les taille, les amende, et tout le monde met des pièges à mouches. Ce qui fait que les mouches, comment dirais-je, elles sont dans un espace où elles sont, je dirais, persona non grata, et tout le monde fait de son mieux pour les attraper. Moi, demain, si je mets des pièges à mouches sur mon terrain, je suis environnée d'oliviers qui sont complètement à l'abandon, et je suis environnée d'oliviers sauvages. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les mouches, parce qu'en plus elles choisissent, ces dames, elles préfèrent les olives plutôt grosses, plutôt belles, plutôt saines. Donc, moi, j'ai de beaux fruits parce que je taille mes arbres et que je les arrose, donc elles vont toutes venir chez moi. Donc, si je fais du piégeage massif pour essayer on met des tout petits pièges pour surveiller les populations, mais si je mets, comme j'avais prévu une année de le faire, 30 pièges par arbre, mais je vais ramasser toutes les mouches du quartier, et je vais avoir 50% de mes olives qui vont être piquées. Et nous, le problème qu'on a, regardez les problèmes qu'on a avec le Cynips. S'il y avait encore des gens dans les campagnes qui s'occupent des châtaigniers, qui surveillent, qui regardent, mais on aurait décelé bien avant le problème du Cynips, et ça serait beaucoup plus facile de lâcher les prédateurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait des gens, des chambres d'agriculture, des trucs, des machins qui arrivent. C'est des trucs qui devaient se faire naturellement. En Italie, dans le sud de l'Italie, nous sommes descendus dans les Pouilles pour rencontrer les gens qui ont découvert la présence de la Xylella fastidiosa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Enzo Magni, qui a découvert la Xylella, c'est un paysan. C'est un agriculteur. C'est un gars qui a une coopérative oléicole qui faisait de l'huile d'olive dans les Pouilles.
Mais en même temps, là-bas, les gens qui sont agriculteurs sont des gens... Il n'y a pas eu de rupture. C'est-à-dire qu'ils ont continué à garder la culture agricole parce que le père était paysan, le grand-père était paysan, et on ne leur a pas dit, toi, mon chéri, tu seras avocat. Ils ont continué à être paysans, mais ils ont fait des études universitaires, et très souvent d'excellentes études. Enzo, il a cette curiosité que vous donnent les études universitaires, que vous donne le monde, et que donnait aussi le monde agricole. Mais il y a une rupture trop importante. Il manque 2 générations du monde agricole. Et lui, il est sorti de chez lui et il a vu un olivier, un amandier qui présentaient des signes de dessèchement. Bon. Alors, il est paysan et donc il sait que l'olivier et l'amandier n'ont pas les mêmes maladies. Donc, c'est pas normal. Il voit qu'au sol, c'est vert, donc ce ne sont pas des arbres qui ont soif. Il comprend qu'il y a un problème. Et au lieu d'appeler Michel le jardinier sur RCFM, il va à la fac de Bari, il voit un des grands pontes de virologie végétale et il lui dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir faire des prélèvements? L'autre est venu faire des prélèvements et ils ont découvert que les pouilles étaient en train de se faire infester par la xylella fastidiosa. Vous voyez où est la différence? Et ici, mais là-bas, dans les pouilles, les gens, ils ont un regard. Quand ils sortent leurs arbres, ils savent s'ils sont malades ou pas malades. Ici, dans la campagne, il n'y a plus personne. Vous pouvez marcher pendant 3 jours sans rencontrer un être humain. Moi, j'ai traversé je ne sais combien de fois la Corse à cheval au mois d'octobre. Je pars de la vallée du Fango, j'arrive à Bonifacio. Il m'est arrivé de marcher 3 jours, 4 jours, 5 jours sans voir âme qui vive. Et notre drame, il est là. C'est qu'il n'y a plus d'observateurs, il n'y a plus de gens qui ont la connaissance du territoire, et il n'y a plus de gens pour chapeauter tout ça et pour faire passer cette culture, parce qu'il y a eu une rupture trop importante entre les générations. Il nous manque 2 générations d'agriculteurs. Alors peut-être qu'on va arriver à réparer tout ça. Et je le souhaite de tout mon cœur, mais peut-être qu'on ne va pas y arriver. Et le fait qu'on accepte que la Corse soit devenue ce territoire sauvage, c'est accepter que petit à petit, le civilisé recule et meurt. Mais il ne faut pas oublier que nous faisons partie du civilisé. Et c'est nous qui reculons devant les sangliers. Et dans les pouilles, finalement, la catastrophe est consommée, entérinée, ou la xylée là, va être supplantée par de nouvelles Ah oui, pousses. des pommes de terre. Dans le Salentino, donc dans la botte dans le talon de la botte, dans le Salento, qu'on appelait la Grande Grecia, où on avait des arbres de 3000 ans d'âge. Maintenant, ils plantent des pommes de terre. Ils ont remis au goût du jour, je ne sais plus quelle variété de pommes de terre, et ils plantent des patates. Bon, ils vivent. Hein. L'olivier, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Voilà. Ils vivent, hein, mais ils vivent comme planteurs de pommes de terre. Nous sommes en train d'essayer de nous reconvertir, parce qu'il faut anticiper. Voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire. On est en train d'essayer de chercher des variétés de plantes qui résistent à la xylella. Il y avait le châtaignier. Mais à Bonifacio, c'est mal barré pour faire du châtaignier. On essaye de trouver des solutions. Oui, voilà. Ouais. Enfin, ça ne nous rassure pas. Ils m'ont assez entendu. Non, mais on va rester quand même si la note finale est un petit peu dramatique par rapport. Et puis bon, imaginez une Corse sans olivier, c'est presque impensable, mais enfin. Elle a existé comme ça jusqu'au XIIIe siècle. Aussi, oui, c'est vrai que les cycles de la nature, il fait que le climat change. Non c'è più le monde. Va bien. Je t'arrête juste sur une chose. Oui. La xylella fastidiosa, ce n'est pas un cycle de la nature, c'est un cycle de l'humain. Hein. Et on nous a expliqué sans rire que c'était très difficile d'interdire les importations de végétaux parce que le chiffre d'affaires des pépiniéristes qui vendent des plantes d'ornement en Corse risquerait de chuter et que ce sont des gens qui génèrent un chiffre et qui génèrent de l'embauche. Donc on préfère brader le territoire. Hein, c'est de l'humain, ce n'est pas la nature. Hein. Pareil. Et les palmiers, je voulais vous demander. Un jour, je discutais comme ça, une dame m'a dit ouais, mais ça, c'est les colons qui ont emmené ça. Les palmiers, est-ce qu'ils y étaient donc? Alors, on s'éloigne de la cuisine, là, mais les palmiers, quand même. Mais c'est quand même, elle a parlé de végétaux. Oui, tout à fait. Les palmiers, franchement, je ne sais pas. Il paraît qu'à Bonifacio, il y en avait, mais bon, les palmiers, c'est une vieille culture méditerranéenne. Après, c'est vrai que ce sont les pieds noirs qui les ont ramenés parce que ça leur rappelait le pays de là-bas. Mais je pense qu'il devait y en avoir dans certaines régions, peut-être dans le Cap Corse. Je crois qu'il ne faut pas faire de. Mais ce n'est pas un arbre, hein, c'est une plante. Hein. Voilà, le palmier a été victime d'un insecte aussi. Mais enfin, ça se traite, ça. Contrairement à la xylée, là où on n'a pratiquement pas d'alternative. Le palmier, aujourd'hui, s'il est un petit peu surveillé, puis bon, c'est pas de l'ordre d'une, voilà, c'est pas de l'ordre d'une économie, c'est pas vital comme dans les oasis, comme dans le Maghreb où là les palmeraies sont vraiment
relève de la vie. Fabiana, ti ringraziamo Monda su Briposito qui ci ha aperto tanti stradi, tante riflessioni e poi gli studenti hanno preso un po' di noti e filmato, se tu sei da consento possiamo far vedere tutto ciò che tu hai detto oggi, per quelli che non hanno mica possuto suita oggi, ma sarà appena più tardi e mica sistematico, vedremo. Intanto, non vi scordate mica ciò che è domandato, ne parlavamo innanzi con Cati Campana, non vi scordate mica di va un riassunto, una presa di note di ciò che va essere inteso oggi in corso, pure sì, a conferenza poi San Francesco, mezzo in corso, e che dopo vi toccherà avere una dodicina di sti fisci qui da poter sostenere un momento d'orale con me verso il mese di aprile per qui. Dunque, ecco, vemo da capire per oggi, dicendo settimana che viene, Luise, una stonda, no? Stonda con Giacomo Mutier. Non a Sicilia, mi pare che sono gli studenti che intervengono, no? Matteo non c'è mica, sarà sicuramente Marina Branca che interverrà con Giacomo. Non la tematica di Sicilia. Buona giornata, buona sera e a presto.